Bien, après l'inauguration officielle de Symphos TV par M. Ahmad Drissi, vice-président chargé des opérations OCP, eh bien, on a la joie et l'honneur de lancer dans la pratique Symphos TV, qu'on peut voir d'ailleurs en streaming live sur le web. Et on commence par un débat sur l'innovation, évidemment, puisque c'est le grand thème de cette deuxième édition de Symphos TV. Et pour parler de l'innovation, on a un plateau très riche, très relevé. Je vais présenter succinctement mes invités parce que sinon, on pourrait passer des heures à les présenter. Alors Antoine Dubedou, polytechnicien, voilà. Il en faut. Polytechnicien, il en faut. Enseignant, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Enseignant à l'école des mines de Nancy. Vous enseignez le management de l'innovation. Management de l'innovation. Vous avez, on peut le dire, 30 ans d'expérience industrielle. Et on va profiter de votre expérience. Jamal Chaoukri, vous êtes donc d'origine marocaine. Vous avez fait vos études en France, à Nancy. Et maintenant, vous êtes professeur au Canada, où en fait, vous avez une chaire qui est financée par Total, on peut le dire, le gouvernement canadien. Et alors, c'est une chaire qui s'occupe du traitement des matières complexes. Le nom est déjà assez complexe, mais enfin, vous nous expliquerez ce que vous faites et surtout, vous nous direz quel est le rapport avec l'innovation. Professeur Sean de Sureau, alors c'est un très beau nom français, mais je ne sais pas comment on prononce. On dit Dessureau. Dessureau. Alors, Sean Dessureau, alors d'origine canadienne, mais vous êtes maintenant à l'université University of Arizona et vous occupez, vous, de Big Data. Big Data, oui. C'est quoi Big Data? En quelques mots. Hein. En quelques mots, maintenant, nos appareils et dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de données. Oui. Et Big Data, c'est une discipline où on peut prendre ces données, on peut les gérer et on peut faire des décisions où on peut changer le monde, comme dans le cas des réseaux sociaux. D'accord. Alors, c'est une manière d'utiliser les données. D'accord. Ça, c'est Big Data. Et enfin, last but not least, notre ami Elmar Mock, qui a fait ce matin une intervention très remarquée, très applaudie, à la séance plénière. Alors, difficile à présenter, je vais essayer. Inventeur, électron libre, on peut dire ça. On lui doit la Swatch, la fameuse montre que tout le monde connaît, que tout le monde a portée ou portera un jour. On lui doit aussi, quoi, une centaine d'inventions, plein d'inventions. Allez, on va pas les... Pour moi-même, plus de 80 brevets. 80 brevets. Mes collègues avec moi, plus de 150 à 200 brevets dans les 20 dernières années. Je dirais que c'est pas mal. Et vous êtes surtout aussi l'auteur de ce livre qui s'appelle La fabrique de l'innovation et que je trouve excellent parce qu'il est clair, enrichissant, ça se lit avec beaucoup de plaisir. Donc, on se précipite sur votre livre. Alors, l'innovation, comme c'est le premier débat qu'on va faire, moi je vous propose de commencer par des définitions. Donc, en bon scientifique, on va commencer par des définitions. Sauf que lorsqu'on parle de l'innovation, on ne va pas avoir les mêmes définitions. Pourquoi pas? Donc, je vais vous demander, on va faire un petit tour de table, et je vais vous demander l'innovation en tant qu'idée, en tant que concept. Qu'est-ce que c'est pour vous en quelques mots? Et puis, bon, on commence par Jamal, puis on va faire un tour de table. Ben, moi, je dirais simplement que ça veut dire beaucoup de choses, et tant mieux. Personnellement, je ne rentre pas dans une sémantique pour la définir exactement, et tant mieux si chacun la comprend à sa manière. D'accord. Donc en fait, vous ne voulez pas définir l'objet de ce débat? Absolument, parce que déjà, je pense que chacun d'entre nous la comprend ou le comprend à sa manière, puis c'est tant mieux, ça fait une richesse en soi. Bon alors, je demande aux polytechniciens de rectifier tout cela, parce qu'à Polytechnique, on commence par définir les choses et ensuite on en parle. Rectifier, certainement pas. Je dirais que ce qu'on enseigne, l'innovation telle qu'on l'enseigne à nos étudiants en mine Nancy, essentiellement c'est un processus. C'est un ensemble d'actions. Ce n'est pas des idées géniales, mais simplement comment faire pour les mettre en pratique, quelles actions dérouler pour que finalement il sorte quelque chose de tout ça. D'accord. En fait, c'est un processus. C'est un processus. Pour vous, l'innovation est un processus. On va d'ici à là. Absolument. Et comment va-t-on d'ici à là? On va parler ensuite qu'est-ce que c'est ici et là, mais c'est bon. Alors, Elgar, alors c'est quoi l'innovation? Mais donne-nous une définition. Pour moi, ça peut être un processus, mais non linéaire.
Donc l'innovation pour moi c'est rendre l'impossible possible, c'est que ce que l'on pensait pas autorisé ou en tout cas pas éthique ou difficilement faisable, le faire. Donc l'innovation pour moi c'est faire quelque chose, c'est aller jusqu'au bout et c'est proposer un changement. C'est imaginer comment pourrait être demain et c'est une nouvelle proposition. Le grand risque si on ne définit pas le terme d'innovation, c'est qu'on met tout sous le chapeau de l'innovation. C'est pour ça ce matin j'ai insisté sur la rénovation ou l'innovation. Est-ce que notre futur c'est la projection du passé ou est-ce que notre futur c'est une remise en question du passé? Pour moi l'innovation remet en question le passé et ouvre de nouvelles perspectives. Elle permet d'améliorer les marges, elle permet également une croissance, elle permet de changer de direction. Donc c'est fondamental, c'est souvent légèrement visionnaire, pas forcément sur 100 ans, mais en tout cas sur plus que 5 ans, plus que ce qu'on définit comme temps normal dans l'estimation de la croissance d'une économie. Ça dépasse, ça va au-delà. Mais est-ce qu'il ne faut pas, avant de passer à M. Dessureau, il ne faut pas peut-être un peu préciser cela? Parce que si c'est une rupture avec le passé, disons, voilà une expérience de pensée. Suppose on est dans une société où tout le monde porte des vestes bleues, absolument tout le monde. Et puis un jour, quelqu'un met une veste rose. En quoi est-ce que c'est de l'innovation? Est-ce que c'est de l'innovation? Si on ne fait que changer la couleur, on reste dans la rénovation. On a toujours une veste qu'on va mettre qui va changer de couleur. Par contre, si tout à coup, on va porter des habits interactifs et que les habits qu'on a vont permettre de jouer avec les autres ou d'exprimer son humeur, voire de faciliter la relation avec les gens, ça, c'est de tout d'un l'innovation. coup, l'habit change de fonction et c'est de l'innovation. D'accord. Monsieur Dessureau, votre définition? L'innovation, je trouve que, à quoi qu'on parle ici, Oui. on peut dire que oui, l'innovation, ce sont des idées qui changent quelque chose un peu. Mais qu'il faudrait parler ici, c'est un développement qui change beaucoup. Alors, ça peut être quelque chose de très petit qui a beaucoup changé le monde, beaucoup changé la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Alors, je donne toujours l'exemple des réseaux sociaux, parce que c'était une petite change que quelqu'un peut parler avec d'autres gens qui se connaissent, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes intérêts. Mais cette petite idée a beaucoup changé le monde. Pour qu'on peut parler ici, oui, il y a des petits changements, ça c'est innovation avec un petit i, mais innovation qu'on parle ici, c'est innovation avec grand i. Alors, pour moi, c'est des grands changements. C'est ça la vraie innovation qu'on devrait parler ici. Vous voulez réagir? Oui, parce que c'est très difficile de savoir au début qu'on fera un grand changement. Le problème de l'innovation, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va changer. En réalité, on a un rêve et on veut le réaliser. Donc c'est vrai qu'il y a des innovations qui ont changé le monde. Moi, je ne cherche pas à changer le monde. Ce que je cherche, c'est obtenir quelque chose dont je rêve. C'est faire changer une chose, une petite chose pour moi. Et si on est beaucoup à faire changer des petites choses, on fera beaucoup changer le monde. Par exemple, je parlais ce matin de l'exemple du lavage de main. Est-ce que je peux me laver avec 1 décilitre d'eau? C'est très peu de choses, mais ça peut changer beaucoup de choses. Et on ne peut pas, au début du mouvement, savoir ce qu'on allait faire. Et je ne crois pas que les gens qui ont créé au début Facebook avaient conscience de la révolution qu'ils faisaient. Donc quand on fait de l'innovation, on ne réfléchit pas au changement du monde, on ne réfléchit même pas à l'argent, on ne réfléchit même pas au succès. On veut réaliser quelque chose qui nous semble important parce que ça va changer quelque chose pour moi. Et l'innovateur travaille d'abord pour lui avant de travailler pour les autres. Et ce que M. Dessureau disait, alors, quand on parle d'un petit changement qui a des conséquences énormes, c'est l'idée de non-linéarité qui vient chez moi. Est-ce que vous faites un lien conscient entre la non-linéarité, c'est-à-dire petit changement quelque part, mais qui a une incidence extraordinaire quand vous parlez de l'innovation, ou bien vous ne faites pas de lien, ou bien est-ce que je me trompe? Oui, il y a des liens, mais des fois, ça prend beaucoup de temps, a beaucoup changé. L'Internet était inventé une dizaine d'années avant que ça a vraiment changé dans les années 2000. Mais c'est comme vous disiez, on ne sait pas toujours c'est quoi le changement. Et des fois, c'est des petites idées que tu t'apportes de d'autres parts. D'accord. Alors, et c'est pas toujours la technologie, comme la montre ou le iPhone. Ça a beaucoup changé le monde, mais c'était un appareil qui était beau. Oui. C'est ça l'innovation. C'est pour ça que tout le monde a un smartphone aujourd'hui, parce que quelqu'un a créé quelque chose de beau. Encore une réaction. Donc là, vous parlez en fait d'une innovation tout simplement par le design. Oui, par le design. Donc vous rejoignez les gens qui disent qu'en fait, Steve Jobs était génial, pas du tout par la
technique, mais simplement par le design. Par le design. Toute son innovation, son génie de l'innovation, c'était dans le design. Vous rejoignez les gens qui... Ou son équipe. Ou son équipe. Il y avait quelqu'un qui faisait le design, il était là durant l'iPod. Et il y avait des MP3 players, ils étaient laids. D'accord. Et les femmes ne voulaient pas se voir avec ce MP3 player. Mais tout d'un coup, il y avait un appareil très, très bel. Et avec des annonces qui étaient très créatives aussi, très innovatives. D'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que toute l'innovation a été dans ce cas-là une question de design? Je voudrais surtout ne pas réduire le design à faire des choses belles. Oui. Le design est beaucoup plus profond que ça. J'avais un ami designer qui disait le design, c'est l'expression formelle du besoin. C'est mettre le besoin en forme. Prenez une chaise dessinée par Philippe Stark. Elle est splendide, peut-être. Mais c'est d'abord une chaise. Si vous ne pouvez pas vous asseoir dedans, elle pourrait être belle, ça n'aura aucune valeur. Donc, le design n'est pas là pour rendre les choses belles. Le design est là pour exprimer ce que l'on attend, exprimer la fonction qui est attendue. D'accord. Et le plaisir qu'on peut prendre ensuite avec l'objet. Je vais juste... Non, je te donne une dernière chance de nous donner quand même une définition, même si tu as commencé de façon assez créatrice à refuser. Après avoir entendu ces définitions, au moins, dis-nous laquelle de ces 3 définitions te semble la plus en phase avec ce que toi, tu... Mais c'est exactement ça mon problème, parce que dès qu'on définit quelque chose, on définit en quelque sorte des frontières. Oui. Et l'innovation, par excellence, c'est la liberté. Et c'est tant mieux si des gens qui, d'un point de vue, peut-être d'un autre point de vue, c'est pas une innovation, c'est juste une évolution, c'est une révolution, c'est une, comment vous appelez ça, une rénovation. Tant mieux, parce que c'est quand même un début. Et c'est ça qui est important dans un contexte, moi je me retourne toujours dans un contexte marocain, parce qu'à un moment donné, il faut faire. Et c'est pour ça qu'il faut, je ne rentre pas dans ces considérations sémantiques, je préfère que les gens fassent, commencent à faire. Et tant mieux si on commence par des petits changements, par des petites idées, etc. Pour moi, ça rentrerait dans une certaine forme d'innovation. Bon, tu es l'irréductible de la non-définition. Bon, ça y est. Non, mais j'ai bien aimé ça. Il y a une partie importante dans la définition, c'est faire. Alors là, on se rejoint. Il faut faire. L'innovation, c'est pas penser. On peut tous avoir des idées. C'est faire. Maintenant, le risque de ne pas définir l'innovation, c'est de ne pas prendre de risque. Dans le sens où l'innovation, c'est prendre un risque. Et si je me contente de dire je suis innovant parce que j'ai changé la couleur, l'épaisseur et la grandeur, j'aurai de la peine à percer sur le marché. Et pour moi, les véritables responsables sont les chefs d'entreprise, sont les décideurs. Et s'ils se bercent d'illusions en pensant je suis innovant, je ne dois pas faire d'efforts, non, ils doivent réellement se poser la question quel est mon avenir et qu'est-ce qui sera demain. Et je sais qu'on ne peut pas le définir clairement, mais l'innovation a pour but de permettre de retrouver une voie de croissance, retrouver une voie saine. Et si on se contente de petits pas, on aura de la peine à dépasser les autres. Oui. Mais c'est le marché qui va juger, de toute façon. Le marché et le futur. Parce que tel qu'on disait tout à l'heure, un petit changement peut-être qu'on pense infinitésimal, il va avoir dans 5-10 ans un impact énorme. Et on ne le sait pas. Alors que si un industriel s'amuse à changer la couleur de je ne sais pas quoi, puis dire que c'est ça une innovation, de toute façon, il va être jugé par le marché. l'industrie Ça et ne par le marchera marché. pas. Donc la sanction, c'est de toute façon, ça ne prendra pas. Et donc a posteriori, on saura que ça n'a jamais été une innovation de changer la couleur de sa veste. Oui, C'est vrai. après, Il y avait quelqu'un qui s'appelle Henry Ford. oui. Il y avait des gens qui voulaient leur voiture dans l'autre couleur. Et Henry Ford avait dit, s'ils veulent une voiture dans une autre couleur, il y a le choix. Il y a le noir, il y a le noir. Ouais, c'est bien. Et c'est pour ça que Chrysler et les autres compagnies ont gagné une marché parce qu'ils savaient que c'était peut-être pas une meilleure voiture, mais il y avait une autre couleur. Alors des fois, c'est vrai qu'une change petite comme une couleur
ça va... D'accord. Je voudrais vous poser une élargir. question, parce que c'est une préoccupation personnelle depuis très longtemps, mais maintenant que j'ai des spécialistes, vous allez m'expliquer ça. Le fameux post-it, vous savez tous, on sait tous que, paraît-il, c'était simplement une erreur de Minnesota, de 3M. Non, mais justement, c'est pour ça que je pose la question. Maintenant que j'ai des spécialistes, j'aurai enfin une réponse. Alors, ce que dit la légende urbaine, c'est que ce sont des gens qui ont raté une colle et que, en fait, cette colle ne collait rien et que quelqu'un a dit, mais c'est génial, une colle qui ne colle pas, et c'est devenu le post-it. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais aimé croire en cette histoire qui va être débunkée, comme on dit en anglais, parce qu'elle veut dire que l'innovation, ce n'est pas forcément un processus conscient, ce n'est pas quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais c'est quelqu'un qui saisit un instant, et qui saisit cet instant-là, même avec un truc qui a foiré, pour en faire quelque chose. Mais non, il ne faut pas Alors, croire au conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées, c'est absolument le contraire. Il y avait à l'origine un chercheur de 3M, Spencer Silver, qui travaillait de façon délibérée sur des cols ayant des propriétés différentes des cols habituels. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il a mené ses travaux jusqu'à un certain stade, il a breveté, et puis les travaux se sont achevés, on n'a pas vu d'utilité à ces produits-là, et voilà. Et puis un beau jour, il rencontre un de ses collègues, et en échangeant, son collègue qui était un chanteur à la chorale de la paroisse avait un problème de marque-page dans ses partitions. Les marque-pages, c'est pas pratique, ça tombe quand on est en train de donner un concert, c'est pas joli. Il discute, il dit, ça serait bien s'il y avait un truc que je pouvais coller, décoller. Il s'appelait Arthur Fry. Et Spencer Silver lui dit, oh, ton truc, le truc qu'on peut coller, décoller, j'ai déposé un brevet là-dessus, on va voir ce que ça donne. Il est allé ressortir le brevet du tiroir, les produits du tiroir, il a fait des essais, il a marché. Ce produit-là, c'est génial. On va aller voir la direction générale. On est allé voir la direction générale. Il faut lancer le produit était un succès. OK. Maintenant, il faut prendre en compte le temps maintenant. Le brevet de Spencer Silver a été déposé en 1968. La rencontre entre Spencer Silver et Arthur Fry a eu lieu en 1974, 6 ans après. Ça veut dire que pendant 6 ans, l'invention, parce que ce n'était qu'une invention, était au fond d'un tiroir. Il ne se passait rien. En 1974, donc j'ai dit, tiens, là, il y a un truc, il faut qu'on en parle à notre direction. Et ils ont réussi à convaincre leur direction de lancer un programme là-dessus. En 1977, il leur a fallu 3 ans pour aller convaincre leur management. Vous parliez de l'importance du chef dans l'innovation. Et le produit a été lancé en 80. Première application commerciale en 80. Donc 1968, dépôt du brevet, 1980, l'apparition du produit sur le marché. 12 ans. 12 ans. Ce n'est pas du tout le truc génial qui est arrivé comme ça par hasard parce qu'on s'était trompé. OK, bon. Mais j'adore cette histoire parce qu'elle rappelle une chose fondamentale. On ne fait pas d'innovation si on ne résout pas quelque chose, si on ne résout pas un élément perturbateur. Et l'invention ne comprend pas toujours qu'est-ce que je résous. Par contre, si on parle de l'élément perturbateur, qu'est-ce qui ne joue pas et qu'on offre une solution à quelque chose qui perturbait, on a une grande chance de succès. C'est pour ça que l'histoire de l'iPhone, qui serait qu'un truc esthétique, j'y crois pas du tout. Parce que j'aurais fait un téléphone qui a la fonction d'un téléphone avec une pub esthétique, j'aurais pas eu de succès. Mais il a mélangé, dans le fond, des systèmes communs. Il a réussi à mettre plusieurs machines en une. Il a réussi à avoir accès à Internet et où la téléphonie n'est qu'une des fonctions de l'appareil. Et on a résolu des problèmes. On a résolu des éléments perturbateurs. Et c'est ça qui crée le succès. Mais excellente esthétique, excellent marketing, très bonne façon de vendre. C'était absolument indispensable d'avoir ce pendant-là. Mais si avant, on n'avait pas offert des solutions qui résolvent les problèmes des gens, ça n'aurait pas eu de succès. Mais il reste quand même que beaucoup de découvertes scientifiques sont faites par hasard. Par hasard, mais il faut être prêt à aller au-delà de ce hasard. Là, on est dans la découverte. Oui, je citerai Pasteur. Pasteur a dit « La chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». Absolument. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre même découverte et... Mais quand Rutherford a découvert la radioactivité, il a découvert par hasard que ses plaques photographiques dans son tiroir étaient tachées. Oui. Bon, ça c'était du hasard. Aux esprits préparés, il a eu la curiosité intellectuelle d'aller se poser la question pourquoi, comment. Et l'invention de la radioactivité, c'est pas le fait d'avoir découvert que les plaques étaient tachées, c'est le fait d'avoir expliqué pourquoi elles l'étaient. Et se demander pourquoi. D'avoir fait. Seulement pour me défendre un peu. Oui, parce que j'avais un téléphone qui pourrait aller sur l'Internet et c'était un Motorola que j'ouvre comme ça. Et il y avait beaucoup d'appareils MP3, des années avant le iPod. Alors, c'était déjà inventé,
mais la forme, il fallait changer avant que les personnes l'achètent. Mais pour revenir à ton point, ça c'est quelqu'un avait cette idée ici, une autre personne avait une idée ici. Souvent, l'innovation, c'est pas quelqu'un tout seul. Jamais. C'est toujours une équipe de quelqu'un. Lui a une idée, il parle, peut-être une conférence ou à quelque part, et c'est comme ça l'innovation. Souvent, une idée d'ici, une idée d'ici, et ça rassemble. Sinon, tu as une culture institutionnelle et c'est très difficile à le casser. C'est aussi un peu le cas de la science. Quand Watson et Crick découvrent la structure en hélice de l'ADN, c'est parce qu'ils vont à une conférence qui se passe par là et ils ont une idée et ça revient. C'est pas forcément innovation, mais moi, ce que je voudrais, si vous permettez, cette histoire d'éléments perturbateurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je compare l'innovation, dans le fond, si je compare la société à une huître. Une huître. Une huître. Ah, il y a le grain de sable. L'huître va faire une perle si on la perturbe. Une huître heureuse ne fait pas de perles. Donc c'est la même chose pour la société. Une société qui est parfaitement heureuse et dont tous les désirs sont satisfaits aura de la peine à être innovante. La difficulté, c'est de trouver ce qui me perturbe. Parce que dans le fond, j'ai toujours vécu avec. Prenez le cas des roues. On a vécu pendant 5000 ans avec des roues de char en bois, voire ferrées. Et quelqu'un a eu l'idée Goodyear de faire des pneus. Aujourd'hui, on prétend qu'avec le marketing, on peut tout vendre. Avec le design, on peut tout vendre. Je fais une très belle roue en bois, mais superbe. Je lui mets un super anneau de fer autour. Je lui fais un marketing du tonnerre, je n'en vendrai pas une. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé un élément perturbateur avec le pneumatique. Donc quand on résout un problème qui était latent, qui était présent et non exprimé, et qu'on lui apporte une solution, si possible belle, et fonctionnelle, enfin si possible, belle et fonctionnelle, parce que ça va ensemble. Je crois que l'innovation doit tenir compte de l'esthétique et doit surtout tenir compte de la fonctionnalité. Comment je travaille avec? Pour moi, l'iPad m'a convaincu, pas par sa beauté, mais par sa spontanéité, sa simplicité, son naturel d'usage. Il était utilisable par une personne sans lire un mode d'emploi. Eh bien, toutes ces choses-là font qu'on arrive à aboutir sur quelque chose. Donc, l'élément perturbateur, il est en nous, et nous sommes les utilisateurs. Et le seul véritable élément marketing, c'est celui qui utilise, dit « moi, j'aimerais bien que ». Et on a tous, au fond de nous, on sait ce qui nous perturbe, on est capable de le savoir. Il faut aller au bout des choses, il faut faire les choses, il ne faut pas se contenter de les dire. Il faut aller dans la recherche d'une solution plausible. Au fait, pour faire rapidement une réaction et on va passer à notre thème. Une réaction très rapide. Oui. Moi, je le dis d'une autre manière. Ce qui est important, c'est pas de l'avoir, c'est la dérivée de l'avoir. C'est-à-dire, tout est dans le changement. Et dans la vie, on peut donner des tas d'exemples comme ça. Je sais pas moi, une odeur, on s'habitue tout de suite à une odeur. C'est le changement de l'odeur qui est plus important. Le bonheur, quand on a beaucoup de choses, on n'apprécie pas. C'est-à-dire l'élément perturbateur, on ne le voit pas forcément, ce que tu veux dire. C'est dans la dérivée qu'on le voit, c'est dans la variation. Une variation. Vous avez une réaction? Oui, je voulais réagir tout à l'heure quand vous disiez que l'innovation, c'est le fait que deux personnes aient des idées. Je rejoins en fait ce que disait Elmar tout à l'heure, à savoir l'innovation, c'est pas avoir une idée, c'est faire. Il faut avoir l'idée, c'est bien, et ensuite il faut la faire. Or, la personne qui a l'idée et la personne qui sait faire ne sont pas forcément les mêmes. Ils sont pas forcément les mêmes. Donc, on est obligé d'être à plusieurs. Oui, mais à plusieurs, non pas en matrice où je transmets à quelqu'un, fais-le, en jeu commun. C'est un tango. On joue ensemble, on danse ensemble. Puis ça, pour moi, c'est important que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'a fait Achuet aux mines, quand il prend la théorie CIK, où il montre qu'on passe du concept à la connaissance, au concept à la connaissance. Et c'est ça la non-linéarité. C'est avoir le courage de chercher à des solutions dans le domaine du connu pour aller repartir dans le domaine de l'inconnu pour imaginer ce qui va changer. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en partant d'une idée apparemment impossible, on aboutit sur un grand nombre de solutions et une va peut-être pouvoir être réalisable. Et c'est ce chemin, c'est ce travail. Et ça prend du temps. Et ça, c'est vraiment un des obstacles, un des nombreux obstacles à l'innovation, c'est bien l'expert. L'expert qui reste dans sa bulle et qu'il n'y aurait aucun changement. Et ce n'est que à la frontière de la personne vis-à-vis d'une autre personne que c'est là où il y a l'étincelle qui peut jaillir. Et effectivement, c'est dans cette
frontières que tout se passe. Alors, on finit là-dessus, mais j'aime bien parce que vous avez cité Pasteur tout à l'heure. Comme vous le savez, Pasteur n'était pas médecin. C'était un chimiste, un biologiste. Et quand tu dis l'expert, voilà l'ennemi, c'est que Pasteur a eu beaucoup de problèmes pardon, avec des médecins. Parce qu'il lui disait, toi, tu n'es pas médecin, donc tu n'es pas capable de faire ce que tu as fait. Je vous propose, si vous permettez, de passer à un autre thème, celui de l'enseignement, en fait. Et c'est plus pratique parce qu'on a envie de savoir, est-ce qu'on peut apprendre à innover? Ça ressemble à ce qu'on appelle, je crois, des injonctions paradoxales, je crois, en psychologie. C'est comme quand on dit à quelqu'un soit spontané, alors on ne peut pas, quand on dit soit spontané, ça ressemble à une injonction paradoxale de dire à quelqu'un, mais innove. C'est la meilleure façon de paralyser les gens. Et comment on apprend? Alors, dites-nous, vous qui êtes prof, par exemple, vous êtes prof. Je suis certes prof, je suis aussi responsable aux mines de Nancy d'une chaire, également financée par Total, dont le slogan est « Apprendre ensemble à innover ». Voilà. On est dedans. On est dedans. On est dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des entreprises qui sont venues nous voir en nous disant « Nous voulons innover. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les premiers en Europe. On a les processus en place, on est bien bordé, on sait ce qu'on fait, on n'a pas le concurrent, il n'y a pas de numéro 2, il y a un numéro 3. Si on ne fait rien, si on n'innove pas, dans 10 ans, on est mort parce que le monde aura changé. Vous disiez cela ce matin aussi. Dites-nous comment on fait pour innover. On leur a répondu, écoutez, si on savait comment on fait pour innover, on ne serait pas une école d'ingénieurs, on serait un cabinet de conseil. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre des élèves avec vous. Comme ça, ils vont apporter, dans votre réflexion sur vos processus, sur vos fonctionnements internes, ils vont vous apporter un regard extérieur. Et puis surtout, nos élèves vont se rendre compte de quels sont les problèmes réels qui se posent en entreprise. Et les problèmes réels qui se posent en entreprise, ce n'est pas des problèmes de créativité, parce que les gens en ont tant qu'ils en veulent. C'est des problèmes d'affectation de ressources. C'est des problèmes de choix de projet. Ce sont des problèmes de priorité dans les actions au quotidien. Et on leur fait découvrir ça. Donc on leur donne quelques bases académiques sur la façon dont gérer un projet, dont faire de la créativité, dont gérer de la propriété intellectuelle, tout ça, mais on essaye surtout de les immerger dans des environnements industriels pour qu'ils se rendent compte des problèmes qui sont réellement rencontrés par les entreprises quand elles veulent innover. D'accord. Donc c'est très pratique. C'est très pratique, voilà ce que je voulais dire. Moi, je veux faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Pour créer, on a dit qu'on a besoin de l'autre. L'apport de l'autre est très important. Et on sait que dans l'enseignement, en général, on favorise énormément l'intelligence cognitive. Alors qu'on sait très très bien qu'il y a d'autres intelligences. Tu peux définir, s'il te plaît, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette expression, l'intelligence cognitive. L'intelligence cognitive, c'est le savoir. Basé sur le savoir. Le savoir basé sur les mathématiques traditionnelles, la logique. C'est-à-dire que je suis d'autant plus intelligent que je sais de choses. Exact. Donc, exact. Très bien. Alors qu'il y a d'autres types d'intelligence, et une parmi celles-là, c'est l'intelligence collective. Et là, effectivement, on a besoin des autres pour avancer, qui ne nous ressemblent pas, qui viennent d'une autre planète et qui nous poussent à aller au-delà de nos connaissances, etc. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort, c'est bien au-delà, et c'est l'élément perturbateur dont vous parlez, je pense. Alors, comment est-ce qu'on peut Je apprendre? suis enseignant. Ah, encore Et un. j'ai des étudiants des États-Unis, d'Amérique du Sud, de Chine et de l'Inde. Et je peux te dire, la culture a beaucoup d'affaires dans la créativité, et créativité égale innovation. Des fois, des gens ne sont pas très respectifs parce que je suis docteur, je suis prof, mais ils ont de bonnes idées. Les étudiants qui me regardent comme ça et disent « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ta recherche? » Et moi, je dis « Que penses-tu? Il y a un problème ici, donne-moi des idées, on va parler ensemble. » Ils n'ont pas d'idées. Il faut avoir un peu de respect, mais pas trop. Comme ça, tout le monde, ils ne vont pas avoir leur propre idée. Et c'est ça l'innovation, des fois, comment enseigner. Tu n'es pas le grand chef que personne ne peut te parler. Et peut-être il y en a des entreprises où que le gérant, il est tellement respecté et ce qu'ils disent, c'est ça la règle, c'est ça la loi. Alors, il n'y a pas beaucoup d'idées dans ces entreprises. Mais dans les entreprises où il y a le respect, mais aussi tu sais que tu peux avoir des idées nouvelles
que ton gérant n'imagine pas. Il y a deux idées là-dedans, avant de passer à Elma. Il y a deux idées dans ce que vous venez de dire. D'un côté, vous dites c'est une question de culture, et j'ai l'impression que vous parlez de culture au sens de civilisation. Par exemple, Des cultures, parce qu'il y a des places, peut-être même au Maroc, que le prof à l'université ou le gérant, c'est lui le chef suprême. le mandarin. Et oui. personne ne peut te demander pourquoi qu'on fait ça. C'est pas une bonne idée à faire ça. Mais la culture ne permet pas l'employé ou l'étudiant à demander des questions au prof. Pourquoi il fait quelque chose ou pourquoi c'est comme ça. D'accord. Très bien. Là, je vois, parce que je vois bien la différence entre enseigner aux Pays-Bas où l'étudiant, il t'appelle Fouad, il te tape sur le dos, et puis enseigner en Russie où l'étudiant, enfin avant, l'étudiant, où le professeur était une sorte de demi-dieu. Et donc là, il y a un rapport avec tout ça. On reviendra, mais est-ce qu'on peut enseigner l'innovation? C'est une question qu'on m'a posée il y a 10 ans et j'ai dit je pense pas, j'ai essayé et ça marche. Voilà. Donc ça c'est surprenant, mais on suit une toute autre voie. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est mettre les étudiants en situation d'inconfort. À partir de là, on leur demande à eux, pas par rapport à un produit industriel, qu'est-ce qui te dérange dans la vie? Qu'est-ce que tu trouves pas bien? Qu'est-ce que tu trouves mal résolu? Ensuite, on fait une démarche avec eux. Pour moi, apprendre l'innovation, c'est comme apprendre à danser. On peut expliquer avec des dessins au tableau comment est-ce qu'on danse, mais un jour je prends une fille dans ses bras, puis il faut y aller. Donc il faut faire le pas. Donc pour moi, l'innovation, c'est vraiment rentrer dans ce marché, et on peut l'apprendre en le faisant. Il faut être accompagné. Parce que dans le fond, la nature des choses fait que les gens qui vivent dans les pays plats, comme la Hollande, ils ont peur des montagnes. Ils ne veulent pas y aller. L'innovation, c'est de la montagne. Et on est en train de dire à des gens qui ont toujours vécu bien au plat, avec on savait la vérité, on faisait juste ou faux ces problèmes, on sait ce qu'on doit faire. On leur dit, allez, maintenant on part dans les glaciers, on va partir dans les Alpes. Il faut simplement les accompagner. Il faut leur donner le courage de dire, oui, vous y arriverez. Mais il faut prendre le risque d'aller dans la montagne. Et apprendre l'innovation, c'est simplement l'appliquer. Mais il ne faut pas y aller tout seul. Il faut être accompagné. Et je pense qu'on peut j'ai pu démontrer, ça fait 7 ans que je fais ça avec des étudiants en Suisse. C'est des gens qui font donc un master en EMBA. Et ça fonctionne réellement. Donc en fait, on prend des gens, les étudiants dans ce cas, ils sont dans leur confort, leur bulle, leurs habitudes, etc. Il faut les perturber. On retrouve cette idée. Il faut les mettre en inconfort. Et là, d'eux-mêmes, ils vont pouvoir innover. Est-ce que chacun a donc cette capacité innée? Alors oui, je pense que l'être humain est fondamentalement innovant, est l'animal le plus créatif de la création. Donc l'être humain est génialement créatif et pourtant on innove peu. Mais on a ça au fond de nous. Comment est-ce qu'on l'éveille? Comment est-ce qu'on peut l'attiser? Déjà, on ne fait rien sans connaissance. Et c'est une illusion, je pense, sans connaissance. Sans connaissance, il faut oui. acquérir des connaissances. Ensuite, il faut se libérer des connaissances. Je dis toujours que l'innovation, c'est écrire une pièce de musique. Je ne peux pas être compositeur de musique si je ne sais pas jouer d'un instrument. Et à un moment donné, je dois prendre le risque de faire autrement que les maîtres. Et c'est dans le fond ça, le jeu. Et les jeunes ont ce plaisir à prendre ce risque-là et on peut réellement le faire. Mais ça demande qu'ils acquièrent certaines connaissances, qu'ils acquièrent certaines compréhensions qu'on peut enseigner, puis ensuite qu'ils les mettent en pratique. Là, dans le cadre de Nantes, si j'ai compris, c'est dans l'industrie. Nous, on les sort de l'industrie pour leur éviter la rénovation. Qu'on ne leur demande pas d'améliorer un petit truc, mais on leur pose la question à eux, toi, en tant que personne humaine, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Et on fait un exercice sur 6 mois en faisant des systèmes de brainstorming. Moi, les brainstorming, j'aime pas trop ça parce que pour moi, c'est de la diarrhée intellectuelle. Il y a beaucoup d'idées, mais que de la merde, mais il y a des perles dedans. On se calme. Il faut aller les chercher. Et puis, chercher la perle est l'art, et ensuite, c'est tailler la pierre ou tailler l'objet qu'on a obtenu. Et on peut le faire. Mais attends, il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Tu dis, certes, l'homme, l'être humain, Homo sapiens, a dû innover pour survivre, sinon on ne serait pas là. Donc effectivement, l'Homo sapiens en tant que concept peut innover. De là à dire, c'est très généreux, ce que tu dis, que tous les hommes, tous les spécimens d'Homo sapiens ont cette capacité d'innovation. Alors on n'est pas tous égaux. Je ne dis pas que tous ont le même potentiel, mais je dirais qu'on a tous à la naissance une forte probabilité de l'avoir, et je pense que la surdouance créative est plus commune que la surdouance en mathématiques ou en écriture. La douche. Vous allez doucher ce bel enthousiasme. Oui, c'est une idée très égalitarienne, mais on peut voir surtout pour l'innovation, on avait déjà dit, il faut avoir une idée,
il faut le faire. Et je trouve il y a des places dans le monde où c'est plus facile à le faire, comme aux États-Unis. Tu as du venture capital, tu as accès à des fonds, mais aussi, c'est la culture. Et les humains sont élevés dans une culture. Alors, tu ne peux pas prendre l'humain et le sortir de la société ou sortir de la culture. Alors, je trouve que c'est vrai, les humains ont l'habilité d'innover, mais pas tous les humains dans le domaine égal. Non, mais en fait, ça ne contredit pas forcément, parce que ce que disait Elmar, c'est qu'en réalité, le bébé Homo sapiens naît avec cette capacité d'innover. Ensuite, elle est bridée ou elle est libérée selon la culture. Et le bébé est né dans une culture. Dans une culture. Et on ne peut pas séparer l'humain de la culture ou de la société. Je suis d'accord, mais ce qu'on peut dire, c'est que les grands singes ont que 2% de variation génétique par rapport à l'être humain. Et ces 2% ont permis à ces êtres humains de développer des civilisations. Moi, mes grands maîtres, c'est les hommes des cavernes. Si je regarde ce qu'ils ont fait, si je regarde ce qu'ont fait les gens à l'époque du bronze, avoir l'idée d'extraire du bronze de minerais, faire un alliage. avoir l'idée de faire des alliages, avoir l'idée de communiquer, je trouve ça effarant. Oui. Et si je me mets moi dans la situation des hommes il y a 20 000 ans, ils ont fait des innovations inimaginables. Et moi, je trouve fantastique. Et je crois que l'être humain, au fond de lui, s'il n'avait pas eu ces 2% de variété, ben on serait des grands singes quelque part dans des forêts. Oui, on parlait comment enseigner. Oui, on peut enseigner un humain, mais il faut être... enseigne un humain dans une société. Alors... là, on est d'accord. Oui, forcément, il y a un contexte. Jamal, et puis monsieur, Jamal. Moi, je veux revenir à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, si vous permettez. Lorsqu'on parle d'enseignement, il y a beaucoup d'endroits dans le monde, à travers le monde. Il n'y a pas des gourous tels que vous qui ont du vécu, etc. Donc, il faut aussi considérer un enseignement plus, je dirais, plus terre-à-terre, qui est accessible à tout un monde. Et là, effectivement, il y a des méthodes, elles valent ce qu'elles valent, elles ont leurs limites, et il y en a une centaine, je pense, à travers le monde. Donne-nous un exemple, par exemple. Une qu'on utilise, c'est la méthode TRIZ, qui a été développée en URSS. En Suisse au départ. En Suisse au départ. La Suisse a tout inventé, attention. Et l'idée, c'est quoi? C'est que la personne qui l'a inventé, il travaillait dans un bureau de brevet en Russie, cette fois-ci, et il a regardé parmi, je pense, c'est 40 000 brevets. Qu'est-ce qui peut déduire? Y a-t-il un lien commun entre tous ces brevets? Et en fin de compte, il a réduit à tort ou à raison que tous ces brevets-là se limitaient à 40 principes. Et 40 principes pour lesquels ça peut être un début d'enseignement. C'est ces principes qu'on peut donc enseigner et transmettre. Je peux donner au moins deux, si vous permettez. Un des premiers, c'est l'association. Je pense que c'est le principe numéro 5, association. On peut faire l'exercice, prendre des étudiants, une vingtaine d'étudiants, peu importe, une quarantaine, chacun dit un mot. Un mot, on les met au tableau et on essaye d'associer deux mots et d'inventer quelque chose de nouveau. Par exemple, si l'un dit valise et l'autre dit roulette, on invente la valise à roulette. Absolument. L'un dit vélo, l'autre dit moteur, on invite la moto. L'un dit, au Canada, on utilise énormément des bombardiers, les motoneiges. Les skis avec une moto, ça fait une motoneige. Et on peut faire ce dont vous parlez tout à l'heure. Vous voulez de la musique d'un côté et vous voulez votre téléphone de l'autre, on les associe tous les deux, ça fait un téléphone. Donc voilà un principe qu'on peut effectivement transmettre et enseigner. Tu me donnes encore un exemple? Un autre exemple, c'est une partie qui a un élément qui a deux parties, une mobile et une immobile. On peut faire exactement l'inverse. La mobile, on la rend immobile et la mobile, on la rend immobile. Si je cours au bord de la mer, c'est moi qui cours et le décor est immobile, je peux très bien inventer
une machine elle va se dérouler et moi, je suis statique. Moi, je suis immobile et la machine pour faire le sport. Il y en a une invention, ça fait pas très longtemps, encore l'élément perturbateur, quelqu'un qui voulait faire une piscine chez lui, il n'avait pas de terrain. Ah oui. Et il était sportif, il aime nager. Donc il s'est dit, tiens, moi je me déplace, habituellement c'est moi qui me déplace et l'eau est immobile, et pourquoi pas faire l'inverse? Moi je vais être immobile et c'est l'eau qui va être déplacée, et donc moi je suis immobile et c'est l'eau qui est en déplacement. C'est-à-dire une pompe qui fait circuler l'eau. Absolument, et à la vitesse que tu veux, et donc ça peut exactement entraîner. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans les salles de sport, etc. Donc il y a des principes comme ça. Si on n'a pas des gourous qui nous enseignent, ça peut être un élément. Puisqu'on a un gourou à côté de nous, on va voir ce que le gourou dit. Le principe 5 et le principe 13 du tri. Tout à fait applicable, mais le problème ensuite, c'est de faire. Oui. On est Oui, non. dans la réalisation, pas uniquement avoir les idées, pas uniquement résoudre un problème de façon conceptuelle, mais faire réellement. Alors, en ce qui concerne l'enseignement de l'innovation, ce qu'on peut observer dans les entreprises, c'est les difficultés qu'elles ont pour innover. Non pas à partir des best practices, mais de l'enseignement, constater ce qui ne va pas. Et on se rend compte que ce qui ne va pas est en fait en nombre relativement restreint, relativement réduit. C'est toujours les mêmes problèmes que l'on rencontre. Des projets qui prennent du retard parce qu'ils sont difficiles. Donc comme ils sont difficiles, c'est normal qu'ils soient en retard. Ce sont des ingénieurs qui sont sûrs de savoir, donc qui sont incapables de communiquer avec les autres fonctions de l'entreprise. Ce sont des ingénieurs qui ne savent pas vendre leurs idées. Ce sont des gens qui ne restent pas... Enfin, de problèmes qui sont toujours les mêmes. Et ce qu'on essaye de faire à Nancy, c'est de familiariser les élèves avec ces problèmes-là. De telle sorte que le jour où ils sont en poste, où ils tombent dessus sur ce problème, ils ne sont pas déboussolés, ils ne sont pas perturbés, ils arrivent à s'adapter, à trouver une solution très vite, sachant que les problèmes sont les mêmes, mais les solutions dépendent de l'entreprise, dépendent de la culture, de l'environnement, de l'histoire, de ceci. Donc on essaye plutôt que de leur donner une boîte à outils de solutions ou de techniques à utiliser, on essaie de dire voilà les problèmes que l'on rencontre, voilà les problèmes auxquels vous serez confrontés, connaissez-les maintenant. Voilà. Et allez voir en entreprise si ces problèmes sont vraiment réels. Et là, on est vraiment dans le management de l'innovation d'une certaine façon. Oui. D'accord. Non, parce que moi, il y a cette expression management de l'innovation, bon, après avoir entendu Elmar et une espèce de créativité qui part un peu dans tous les sens, il y a quelque chose presque d'un oxymore là-dedans. On peut manager l'innovation. Ça veut dire quoi en fait, manager l'innovation? Assurer que le processus aille jusqu'au bout. Et le gars qui dit bon, moi je suis le manager de l'innovation, est-ce que c'est pas le gars qui va devenir le gars qui tue tous les projets? Genre, moi je manage, je sais comment. Alors lui il arrive avec une idée complètement folle. Il dit non, moi je suis le manager de ton innovation et ton truc marche pas. Si à ce poste-là on met quelqu'un comme ça, ça ne va pas durer longtemps. Même si c'est le fils du patron? Ça ne durera pas plus longtemps si c'est le fils du patron. Bon. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu as l'idée déjà. Alors, ce n'est pas un gérant comme dans une entreprise, un gérant qui dit non à toutes les idées. Dans ton cas, tu enseignes tes étudiants alors que tu as déjà une idée. Et lorsque tu as une idée, il faut avoir un gérant assez fort pour prendre cette idée et le faire. Parce que le gars, avec toutes les idées, il veut toujours faire ça, il veut faire ça, il veut ajouter ça. Et c'est très, très difficile quand il y a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'idées, de prendre quelque chose et de le finir parce qu'il veut toujours donner d'autres idées, d'autres idées, d'autres idées. Est-ce que tu es un manager de l'innovation? Non, pas vraiment, mais j'essaie de l'enseigner aussi parce qu'il y a effectivement un management, ce que j'expliquais, cette non-linéarité. Par contre, à mes élèves, ce que je essaie de leur donner, puis à mes enfants, je donne la même chose, c'est de dire méfiez-vous, vous n'avez pas le temps. Vous avez dans votre vie 4 chances, pas plus. Vous avez 4 chances parce qu'en réalité, amener une innovation au bout, ça demande 10 ans en dehors des applications, disons des applications de type app, ordinateur ou app, là, on peut aller plus vite. Mais normalement, il faut 10 ans au moins. Donc, c'est-à-dire dans sa vie, on a 4 fois la chance de le faire. Donc, choisis bien. Méfie-toi, sois totalement convaincu, convainc les autres et prends un vrai risque. Ce n'est pas un autre qui prend le risque, c'est toi le premier. Donc, si on n'est pas capable d'être entreprenant
en prenant un risque soi-même, il vaut mieux aller dans une fonction plus calme. Et l'innovation, ce n'est pas l'hyperactivité. Je crois que, je ne sais pas, on raconte tellement de choses sur Einstein, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il semble qu'un jour, un journaliste disait, Monsieur Einstein, vous dormez avec un carnet pour prendre des notes. Je dis, un carnet, pourquoi un carnet? Oui, mais vous avez tellement d'idées, vous allez les oublier. Puis Einstein lui aurait dit, j'ai pas souvent des idées, puis quand enfin j'en ai une, je ne l'oublie pas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça représente assez C'est bien trouvé en tout cas. On peut avoir on peut être hyperactif en idées, c'est pas ça. C'est trouver l'idée à laquelle on est totalement convaincu soi-même. Ça, j'y crois. Savoir convaincre d'autres et prendre le risque de le faire. Puis on n'a que 4 solutions, en 4 chances. Je voudrais... oui, pardon. Non. Non, je voudrais introduire une autre complication ici, parce que finalement, Jamal vous a traité de gourou. Merci, je ne suis pas hindou. Non, mais vous êtes en fait des gens qui travaillaient dans des pays industrialisés depuis longtemps, avec un tissu très riche. Et donc, dans ce cadre-là, l'innovation, c'est presque naturel. Hein. Mais si vous êtes dans un pays qui n'est pas encore industrialisé et vous avez des gens qui ont des idées peut-être géniales, là, il n'y a pas d'espoir alors. Mais il y a un immense potentiel, au contraire. Moi, je pense que le grand développement de l'innovation sera en Inde, sera en Chine, sera en Amérique du Sud, par des gens pas forcément hyper cultivés. Je ne crois pas que la source d'innovation sera Polytechnique ou ce sera l'école Polytechnique en Suisse. Je ne crois pas. Je crois que ce sera ces gens qui voudront trouver des solutions à leurs problèmes et les rendre accessibles aux autres. Et pour moi, la grande croissance, c'est vraiment le milieu de la pyramide. Dans 20 ans, 50% des gens de classe moyenne seront dans ces pays. Et il y aura un potentiel énorme. Donc moi, je suis convaincu que ces gens-là ont un immense potentiel, qu'ils ont des vrais besoins, et ils ont envie de manger le monde. Et c'est cette volonté de faire, cette faim de faire. Nous, on l'a un peu perdu dans les pays occidentaux, et on préfère trouver des métiers bien payés. Longtemps, on a cru que les banquiers en Suisse étaient sûrs. Aujourd'hui, on n'est plus si sûr que ça. Mais disons, on aimerait assurer les choses. Et le monde n'assure rien. On devra se remettre en question. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, vraiment la toute dernière phrase. Tu dis, nous en Europe maintenant, on est un peu dans le confort, on n'a plus. Mais en fait, ce que vous faites en Europe, je le sais puisque je vis en Europe, c'est que vous importez de pays non européens, par exemple justement d'Inde, de gens qui, eux, ont soif d'innovation, qui inventent, etc. Ayant une faible natalité, j'espère qu'on aura la force qu'ont les États-Unis d'accepter d'autres personnes dans leur société. Et par exemple, on parlait de la richesse de la Suisse. L'horlogerie ne vient pas des Suisses, elle vient des Français. La machine-outil, elle ne vient pas des Suisses, elle vient des Allemands. La bijouterie, elle ne vient pas des Suisses, elle vient des Juifs qui ont fui les pogroms. Et c'est l'intégration de ces gens dans la société qui ont amené une immense richesse. Et je crois qu'on aura aussi en Europe, si on sait accueillir ces gens qui viennent d'ailleurs, on a un vrai potentiel. D'accord. Mais oui, je t'en prie. Quand on parle des pays en voie de développement, effectivement, il y a beaucoup de problèmes encore de base qui, effectivement, c'est un catalyseur pour l'innovation. Dernièrement, j'étais à Marrakech et il faisait excessivement chaud. Et en Comme ici à peu près. Et en sortant, je vois les gardiens, heureusement il y a des gardiens, quand tu arrives pour stationner, ils mettent une sorte de carton sur la vitre. Carton sur la vitre. Moi je me dis, bon Dieu, pourquoi on ne ferait pas un matériau à changement de phase qui peut au moins capter la chaleur au moins pour un certain temps, etc. Et ça, on est confronté à résoudre des problèmes spécifiques. Et comme les pays en développement ont ces problèmes-là, et effectivement, ça peut être une source d'innovation à l'infini pratiquement. On est chanceux dans les pays industriels parce que tous les autres pays, ils sachent sont quoi leurs problèmes. Mais les immigrants qui viennent de ces pays-là sont la majorité, un des meilleurs de ce pays. Oui, ils viennent chez nous. Oui. Alors, la seule manière pour que les pays qui peuvent développer, c'est que les gens qui sont enseignés ou peut-être qui ont commencé une société ou une entreprise reviennent. Et j'ai beaucoup vu un concept que Codelco a fait. Codelco, oui. Il a pris à peu près 15 ou 20 des meilleurs ingénieurs dans leur compagnie. Ils ont envoyé faire un doctorat au Canada, à Australie ou aux Amériques. Et ils ont
mais il fallait retourner. Ils ont retourné, ils deviennent des profs à l'université. Ils commencent des entreprises. Ils deviennent les meilleurs dans ce pays. Alors, il faut faire un investissement, peut-être par OCP, peut-être prendre les meilleurs ingénieurs que vous avez déjà. Ils sachent c'est quoi les problèmes dans les mines, ils sachent c'est quoi les problèmes qu'il faut, que tu dois inventer quelque chose. Et tu peux les envoyer à une place pour innover, ensuite les retourner. Merci Sean, parce qu'en fait, il nous reste 8 minutes, hein, vraiment 8 minutes. Mais merci Sean, parce que ça me permet de passer au 4e point que je voulais évoquer, c'est la notion de best practice dans le domaine de l'innovation. Est-ce que d'abord c'est une notion qui a un sens? Et là, tu as parlé presque d'une best practice, c'est-à-dire tu as parlé de Codelco, et on pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une des best practices en innovation? Alors, monsieur Il y a eu une étude qui a été faite par Booz Allen Hamilton en 2006. Ils ont pris les 1000 plus grandes entreprises mondiales, enfin 1000 grandes entreprises, caractérisées par une croissance interne pérenne. Donc, c'est des entreprises qui ont une R&D, ont une innovation interne efficace parce que pendant 5 ans, leur activité croît de façon organique, de façon pérenne. Donc, ce n'est pas un effet d'annonce, un effet exceptionnel. Et ils ont regardé parmi ces entreprises quelles étaient celles qui dépensaient le plus en R&D. Et ils ont identifié 94 entreprises qu'ils considèrent justement comme étant les best practices parce que ce sont celles qui arrivent aux meilleurs résultats en termes d'innovation en dépensant le moins. Donc les plus efficaces. Et ils se sont rendus compte que, en fait, dans ces entreprises, l'innovation, il y a un certain nombre de sous-processus, créativité, réalisation, tout ça, et que les meilleures entreprises n'étaient pas celles qui étaient des championnes dans un domaine ou un autre, mais simplement celles qui savaient assurer la fluidité du système. Passer de l'idée de façon fluide, l'évaluation des projets, la réalisation et la mise sur le marché. Et que finalement, c'était celles-là qui réussissaient le plus. Donc, voilà, quand vous parlez de best practice en termes d'innovation, voilà l'exemple auquel je pense. Assurer la fluidité du système. Ça suppose que quelqu'un soit en charge de tout ça. Oui, ça suppose que quelqu'un soit en charge justement d'un process manager en quelque sorte là-dessus. Tu aimes les processus fluides? J'ai pas l'impression que c'est Non, moi, mais c'est rien, c'est pas grave. Mais la notion de la best practice, j'aimerais l'avoir dans le temps, c'est-à-dire le jour où il y aura des changements importants. Est-ce qu'ils sauront faire le changement? C'est-à-dire, sur 5 ans, c'est trop court pour juger les choses. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que longtemps, on a pensé qu'on pouvait acheter des sociétés, qu'on pouvait scouter le monde et choisir les meilleurs et faire de prendre à l'intérieur de sa société des sociétés étrangères. Moi, j'y crois pas trop non plus. Par contre, je crois qu'on a l'intracubation est en train de venir. L'intracubation, pour moi, c'est des sociétés qui sont proches de la mer, mais au bord, qui sont capables de se développer, qui sont traitées comme des start-up. Le drame des chercheurs, c'est que le chercheur heureux est heureux. Donc il faut créer une espèce de stress chez le chercheur. Il faut être dans une situation de vouloir arriver. Et l'avantage des startups, c'est qu'ils ont besoin d'arriver. Et on peut les intracuber si on arrive à les protéger tout en les mettant en difficulté. Donc il faut à quelque part provoquer l'instabilité et l'utiliser. Je considère que le créateur d'entreprise, l'entrepreneur, est quelqu'un de frustré. Alors, il y a la frustration négative, la frustration positive. La frustration négative, c'est mon patron est un imbécile. J'en ai marre de travailler pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que je fais, je me mets à mon compte. Frustration négative. Frustration positive, tiens, il y a tel besoin à remplir. Pourquoi personne ne le fait? Personne ne le fait, je vais le faire moi-même. C'est un peu ce que vous citiez là. Oui. Mais bon, je ne voulais pas prendre le côté négatif, je voulais surtout montrer qu'il faut mettre les gens qui veulent faire dans la position de vraiment vouloir et pas de profiter d'un système. Absolument. Et je pense qu'il y a des nouvelles, on parlait avant du cas de Nespresso, d'une société qui se développe au bord de la société mère, souvent en contradiction, et qui arrive finalement au succès. Mais elle était, avant de redevenir une société avec un tel succès, c'était une société à la limite de la faillite. Mais elle était soutenue par la société mère qui croyait dans
dans le projet et un stress important était mis sur les collaborateurs pour arriver à des résultats. Et je crois à ce genre de système qui vont se développer de plus en plus. Jamais il faut stresser les chercheurs. Moi, j'ai des problèmes avec cette best practice. Tu détestes être stressé. Je déteste les best practices, au fait, pour la bonne raison que, d'abord, je suis persuadé que les compagnies ne sont pas innovantes ou non, ils sont des facilitateurs. Derrière, ce sont des hommes et des femmes qui amènent des idées. Et ces hommes et ces femmes vivent dans un milieu socioculturel qui est important et qui leur permet de faire ça à travers leur vécu, à travers leurs problèmes. Et donc, le best practice, ça va venir avec celle qui t'arrange le mieux ou avec laquelle tu réussis le mieux. Et dans ce sens-là, puisqu'on est au Maroc, il faut que le Maroc, les compagnies marocaines puissent trouver leur propre voie, une marocanité de l'innovation. Et ça, j'y crois beaucoup, parce qu'il faut s'inspirer, bien sûr, il ne faut pas mettre la tête dans le sable, il faut s'inspirer de ce qui se passe à travers le monde, il faut regarder ce qui se passe en Europe, il faut regarder ce qui se passe en Amérique du Nord, il faut regarder ce qui se passe aussi en Asie, mais ce n'est que en s'accaparant tout ça et en le rendant marocain, avec une marocanité, avec une histoire, c'est là où le Maroc va véritablement réussir dans cette aventure. Mais en fait, ça me rappelle l'épistémologue Paul Feyerabend, qui a écrit le livre Contre la méthode, parce que j'ai l'impression que tu es toujours contre la méthode, contre les best practices. Mais ce que tu dis ici, c'est s'imprégner de tout ça et ensuite trouver sa voie. Absolument. D'accord. C'est toujours deux étapes. Tu as l'étape où tu gagnes l'idée, tu trouves une idée, tu penses que ça va réussir, et ensuite, c'est le processus. Alors, y a-t-il un best practice à trouver l'idée? Oui. Peut-être pas. Vous dites que peut-être que non. Mais je vous dis, comme entrepreneur, j'ai quelques entreprises moi-même, j'aimerais savoir c'est quoi le processus meilleur, parce que c'est la frustration des fois des entreprises, c'est un peu profit pour eux. Mais pour les entrepreneurs, ils sachent qu'on va avoir beaucoup de profit, mais la frustration, c'est le gouvernement, toutes les taxes, toutes les difficultés à engager des employés. Mais ça, c'est un processus dont vous parlez, oui, un best practice. Et si vous avez des cours sur l'Internet, j'aimerais bien les prendre parce que ça, c'est une partie très importante de l'innovation, c'est le faire. Oui. Gagner l'idée, oui, c'est vrai, gagner une idée originale. Je peux donner juste un exemple pour cristalliser ce que je dis. Oui, on est en train de finir, il reste exactement 2 minutes. Lorsqu'on parle de procédés, puisqu'on est quand même dans le Symphos, puis on développe des procédés, et même les procédés, on peut bien sûr on peut innover sur les produits, mais on peut bien sûr et évidemment aussi innover sur le procédé. Bien sûr. Vous savez pourquoi l'énergie solaire n'est pas utilisée dans les différents procédés, sachant que le séchage coûte énormément cher dans l'industrie. Est-ce que vous savez pourquoi? Trop cher. Parce que les personnes qui développent ces procédés-là n'ont pas intégré la composante solaire dans l'imagination de leur procédé. Alors que localement, et le local devient excessivement important, avec les ressources locales, avec ce qu'on a, et c'est là où on va faire. Donc, la dimension locale devient excessivement importante, et par là même le social, etc. Alors ça, c'est ton mot de la fin. Alors chacun a son mot de la fin. Elma. Ben, je vais aller dans ton sens. Si on n'intègre pas fondamentalement soi-même une praxis, ça ne sert à rien. On ne copie personne. On doit s'en inspirer peut-être, mais on doit trouver sa voie. Quand j'ai créé ma société, je me suis inspiré de personne. Je voulais qu'elle me corresponde. Et ce n'est pas seulement la nation, c'est pire, c'est elle me corresponde à moi. Et la best practice, j'ai essayé de définir, c'est qu'est-ce qui va m'apporter un certain plaisir et un certain bonheur de faire. Donc je suis entièrement d'accord, si on n'intègre pas les choses, ça sert, on ne copie pas. On se l'approprie et ça devient soi. Encore un mot de la fin?
Plutôt que de parler de best practice, je parlerai de bad practice. Je ne sais pas ce que c'est que les best practices, mais je sais qu'il y a un certain nombre de bad practice. Est-ce que si Là, déjà on arrivait à s'en méfier de celle-là, ça serait bien. Et là, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur ce que c'est que bad practice. OK. Sean, un dernier mot? Encore, tu as déjà donné ton dernier mot qui était très intéressant. Tu dis l'idée, on ne sait pas très bien, mais probablement dans le management de l'innovation, il doit y avoir quelque part des best practices. C'est un peu ton idée. Si on finit le best practice, oui, c'est ça. Le best practice aussi, c'est la liberté. Liberté des gens à poursuivre une innovation, à le faire. Ça c'est très important pour faire une innovation et pas seulement une idée. Très bien, mais je crois qu'on a assez débattu ce soir. En tout cas, c'était la première émission de Simfos TV. Donc, je remercie tous. Je suis sûr qu'on va continuer à débattre, mais en dehors du champ de la caméra. Merci à vous aussi et à bientôt.